Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence, je vous retrouve pour le retour de la reco. Au travers de différents épisodes, je vais vous présenter les plus grandes classiques de la saison, en revenant sur l'histoire de ces courses mythiques, une analyse tactique de la précédente édition et évidemment mon pronostic pour la course à venir. Et cette année, on se retrouve à 3 jours du premier monument de la saison, Milan-San Remo. La particularité de la Primavera, c'est son côté anachronique. Sa longueur, évidemment, 289 km cette année et parfois plus de 300 km comme en 2020. Mais aussi son histoire, 115 éditions qui ont vu tout type de champions lever les bras à San Remo, car oui, le lieu d'arrivée n'a jamais bougé en plus d'un siècle. Le départ, quant à lui, ne s'effectuera pas à Milan pour la troisième fois consécutive depuis 2023. Enfin, le parcours de Milan-San Remo est rendu mythique par son enchaînement final qui trouve écho dans le cœur de tous les passionnés de cyclisme, les Capi, puis la Cipressa et le Poggio di San Remo. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'histoire de cet enchaînement final, j'ai sorti 2 vidéos l'an dernier qui présentent ces 2 ascensions mythiques au travers des performances du roi des lieux Eddy Merckx, puis des 2 victoires de Laurent Fignon à la fin des années 1980. Mais plus récemment, 2 changements majeurs ont eu lieu, changeant drastiquement la physionomie de course de la Classicissima. On dit souvent que c'est les coureurs qui font la course et non le parcours. Milan-San Remo répond tout à fait à cet adage. Au tournant de la décennie 2010, les sprinteurs se jouaient la victoire sur la Via Roma de manière systématique. Les raisons qui permettent d'expliquer cela sont multiples. Les spécialistes des Ardennaises et des courses par étapes ne voyaient pas dans ce final la difficulté suffisante pour faire la différence sur les routiers sprinteurs. Puis comme souvent, les profils des coureurs évoluent. Le coureur qui incarne le mieux la décennie 2010, c'est Peter Sagan. Alors oui, il n'a jamais remporté le premier monument de l'année, mais il a été le protagoniste de plusieurs éditions, avec l'édition 2017 terminée en apothéose au sprint face à Julien Alaphilippe et le vainqueur Michał Kwiatkowski. Le changement de dynamique ne se fait pas en une seule édition, mais on peut trouver au fil des années des clés qui permettent de dater ces changements. En 2018, Nibali réhabilite une facette disparue de la Primavera, une attaque tranchante dans le Poggio qui lui permet de s'isoler, puis une descente dont il a le secret qui permet aux requins de Messine de conserver une avance suffisante pour triompher à San Remo. Ce n'est donc pas un événement isolé, la victoire de Milan-San Remo peut être promise à un puncher capable de faire la différence dans le Poggio, peu importe son versant. Et le changement définitif va avoir lieu en 2019. Les favoris sont maintenant Alaphilippe, Wout van Aert, Valverde ou Michał Kwiatkowski. Le temps des sprinteurs est révolu, la décennie 2020 sera celle des punchers. La victoire de Jasper Philipsen l'an dernier est une exception et on verra cela dans l'analyse. Mais ce n'est pas tout, depuis 3 saisons, Tadej Pogačar s'est mis en tête d'ajouter à son palmarès, à son tableau de chasse, la Primavera, s'inscrivant dans la lignée des plus grands champions cyclistes. Milan-San Remo étant potentiellement l'une des plus difficiles à conquérir. On va voir ça dans l'analyse. Comme je viens de le dire, la clé de voûte de ces dernières années est évidemment Tadej Pogačar. La présence du Slovène au départ a clairement redéfini le scénario de course qui année après année a tendance à se répéter. En 2022, le tempo de l'équipe UAE, mené cette année-là par Davide Formolo, avait réduit le peloton au sommet de la Cipressa à 28 unités seulement. Pogačar avait quant à lui attaqué à 8,2 km de l'arrivée, après un gros relais de Diego Ulissi, alors son dernier équipier. À la cabine téléphonique, au sommet du Poggio, un groupe de 4 composé de Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar et Søren Kragh Andersen s'élança dans la descente avant d'être rapidement rattrapé et distancé par un Matej Mohoric intenable cette année-là. En 2023, le plan du AE était légèrement différent. Le tempo dans la Cipressa fut moins sélectif, mais au pied du Poggio, le dernier relais de Tim Wellens fut salvateur. Ce dernier dura un peu plus d'1 kilomètre avec Tadej Pogačar directement dans la roue. Derrière, Matteo Trentin, autre équipier de Pogačar, s'écarta pour créer une cassure et accroître les différences. À 6,6 km de l'arrivée, Pogačar attaqua, une accélération tranchante qui va faire exploser le groupe. Seul Filippo Ganna, étincelant, et les 2 rivaux Van Aert et Van der Poel peuvent l'accompagner. Mais à quelques centaines de mètres du sommet, c'est finalement le puncher néerlandais qui comptera, laissant ses coéquipiers de fuite sur place. Sur la Via Roma, Mathieu Van der Poel remporta sa première Primavera et Pogačar termina au pied du podium. Nous arrivons enfin à l'édition 2024. Voici la situation au départ. Tadej Pogačar était bien évidemment présent avec la ferme intention de conquérir l'une des rares courses qui lui manque encore à son palmarès. Une semaine avant, il avait réalisé l'une des plus grandes performances de ces derniers temps, s'imposant sur les Strade Bianche après un rush en solitaire de 80 km. A ses côtés, Tim Wellens était une nouvelle fois aligné pour jouer un rôle de dernier relais avant l'envol annoncé du Slovène. Derrière, les outsiders étaient nombreux, en commençant par l'équipe du vainqueur sortant Mathieu van der Poel. En 2024, le champion du monde faisait sa rentrée sur route sur Milan-San Remo après une nouvelle saison couronnée de succès en cyclocross, une nouvelle fois conclue par un titre de champion du monde. A ses côtés, Jasper Philipsen avait lui aussi des ambitions après une 15e place en 2023 à San Remo. Sa préparation spécifique pour les classiques devait lui permettre de jouer les premiers rôles sur cette édition. Mats Pedersen était lui aussi bien présent. Il restait sur 2 6e places sur le premier monument de la saison et avait l'ambition de jouer la victoire cette année-là. Et puis, il faut noter l'absence d'un acteur majeur de l'édition 2023, Wout van Aert.
On se retrouve alors au pied de la Cipressa avec, comme on a pu le voir ces dernières années, une accélération franche de l'équipe de Tadej Pogačar. Isaac Del Toro effectue un gros travail dans la première partie de l'ascension. Mais une fois que le coureur mexicain s'écarte, l'équipe UAE se retrouve sans main d'œuvre, avec uniquement Tim Wellens aux côtés de Pogačar en attente du Poggio. Le sommet de la Cipressa va alors se passer dans un rythme modéré et un groupe conséquent va basculer en direction du Poggio. Dans la descente, Matthias Baïs va s'échapper sans réussir à prendre une avance considérable. Alors, comme lors des dernières éditions, la course est décantée dans l'ascension du Poggio. Tim Wellens a une nouvelle fois été la rampe de lancement pour Pogačar. Le Slovène déclenche son attaque au même endroit qu'en 2023, mais cette fois-ci, un bon groupe de coureurs arrive à l'accompagner. Ils sont encore 13 lors de cette temporisation. Et premier indice de ce final, Van Der Poel ne tente pas de relancer à ce moment précis. Philipsen est bien présent dans le groupe et le champion du monde va jouer un rôle majeur jusqu'à la Via Roma. Pogačar y retourne à 300 mètres du sommet cette fois-ci. Mathieu Van Der Poel réagit avec un léger contretemps, mais les deux coureurs basculent ensemble à la cabine téléphonique. Le groupe de 11 va alors recoller au fil des virages grâce à une énorme descente de Pidcock. Son coéquipier, Filippo Ganna, est quant à lui victime d'un problème mécanique et perd alors sa place dans ce groupe. Au pied de la descente, à 2 km de l'arrivée, Matej Mohoric tente de reproduire son exploit de 2022, mais cette fois-ci encore, Van Der Poel va se muer en équipier de luxe pour revenir sur le Slovène. Pidcock et Sobrero vont eux aussi tenter leur chance en vain, repris par un Mathieu Van Der Poel en protecteur de Philipsen. Au moment de s'écarter, le champion du monde est relayé par Jasper Stuyven qui va combler les derniers mètres pour son leader Mats Pedersen, bien présent dans ce final. Mais dans les 200 derniers mètres, la victoire se joue finalement entre Michael Matthews et Jasper Philipsen jusqu'au lancer de vélo. Et c'est le Belge qui remporte ce jour-là son premier monument, privant Matthews d'un succès sur la Primavera qui lui échappe depuis de nombreuses années. La force du collectif Alpecin de Koenig, avec une hiérarchie et une dévotion claire de Van Der Poel pour son coéquipier Philipsen, a permis à la fois de déjouer les plans de Pogačar dans le Poggio, mais également de neutraliser les tentatives des outsiders dans les derniers kilomètres. J'ai pris le temps de vous détailler le final de l'édition 2024 car on va retrouver ce samedi de nombreuses similitudes, en commençant par la start list évidemment. L'homme à battre sera une nouvelle fois Pogačar qui, il y a 2 semaines, a remporté pour la 3e fois l'Estrade Bianche. La start list provisoire est affichée à l'écran et on peut voir la présence de Wellens et Del Toro, les mêmes coéquipiers que l'an dernier pour entourer le Slovène dans le final. La nouveauté réside dans la présence de Jonathan Narvaez pour renforcer encore un peu plus le collectif UAE, un apport de poids même si l'équatorien a été assez discret sur Paris-Nice. Le duo Van Der Poel-Philipsen sera lui aussi présent. Les deux coureurs se sont montrés ces dernières semaines avec une victoire sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour Philipsen et une semaine active sur les routes de Tirreno-Adriatico pour le néerlandais. C'est à noter car Mathieu Van Der Poel avait repris la saison sur route lors de la Primavera l'an dernier. Il se trouve que cette année, il a fait le choix de reprendre la saison un peu plus tôt pour peaufiner sa préparation et même s'il n'a pas trouvé le chemin de la victoire sur la course des 2 mers, sa forme est présente à coup sûr. Derrière ce trio de favoris, on trouve 2 coureurs qui ont quant à eux marqué de leur empreinte les courses par étapes de la semaine passée. D'un côté, Filippo Ganna qui a annoncé lors de ce début de saison viser Milan-San Remo qui constitue son objectif principal. Et sur les routes de Tirreno-Adriatico, le rouleur italien était tout simplement monstrueux, dominant dans un premier temps de la tête et des épaules le contre-la-montre inaugural, avant de jouer les premiers rôles lors des étapes destinées aux hommes du classement général, si bien qu'il est même allé chercher la 2e place de ce dernier grâce aux bonifications lors de l'ultime étape dimanche. Ganna n'a jamais été aussi bon grimpeur qu'en ce début de saison, et son statut de favori pour samedi n'en est que renforcé après un podium en 2023 et une nouvelle fois dans le bon groupe l'an dernier avant son problème mécanique dans la descente du Poggio. L'autre nom, vous l'avez deviné, c'est Mats Pedersen. Le Danois a clairement été le coureur phare de Paris-Nice la semaine passée. Formidable équipier de Skelmose dans les bordures, il est même allé chercher la victoire d'étape pour couronner une journée rondement menée. Et malgré l'abandon de son leader le lendemain, il s'est révélé en montagne, devançant même Matteo Jorgensen au sommet d'Oron. Lors de la dernière étape, il a une nouvelle fois été au cœur de la course, attaquant à 70 km de l'arrivée et seulement distancé dans les pentes les plus raides du col d'Ez dans le final. Lui aussi a énormément progressé avec l'objectif de pouvoir rivaliser avec Pogačar et Van Der Poel lors des classiques printanières. Une fois que ces 5 noms ont été cités, la liste des outsiders est considérable. On peut évidemment parler de Mohoric, Pidcock et Matthews qui ne peuvent pas être sortis de l'équation tant le profil du final leur convient. Et puis comme chaque année, il y a le volet des sprinters plus classiques qui espèrent pouvoir de nouveau jouer leur carte à San Remo. Je parle ici d'Olaf Koy, Jonathan Milan ou encore Paul Magnier. Le dernier sprinter à s'être imposé, outre Philipsen l'an dernier, remonte à 2016 et Arnaud Démare. Maintenant que je vous ai présenté les forces en présence, je dois vous parler de la météo qui va jouer cette année un rôle majeur. La pluie est annoncée sur la région de Ligurie et les coureurs devront affronter les conditions difficiles lors des plus de 280 km qui composent ce parcours de cette 116e édition de Milan-San Remo. La dernière fois que cela était arrivé, c'était en 2013 avec une édition raccourcie à cause de la neige dans le Passo del Turchino qui avait vu Gerald Ciolek s'imposer à la surprise générale. Alors, on peut s'attendre à une édition différente ce samedi avec une course rendue encore plus difficile par les conditions météorologiques
météorologiques. Et sous la pluie, certains coureurs savent se démarquer. C'est le cas de Mads Pedersen, comme on a pu le voir sur Paris-Nice ou lors de son titre de champion du monde en 2019. Tadej Pogačar lui aussi apprécie particulièrement ces conditions. Son équipe a annoncé vouloir gravir la Cipressa en moins de 9 minutes. Le record tient depuis 1996 en 9 minutes 19. Cet objectif avait déjà été annoncé l'an dernier sans succès. Mais si les coéquipiers du champion du monde réussissent cet exploit, avec des conditions rendues difficiles avec la pluie et le froid, peu de coureurs devraient avoir la capacité d'accompagner Pogačar en direction du podium. Voilà mon tableau des favoris avec une hiérarchie toujours difficile à établir. Certains disent que Milan-San Remo se gagne en partie grâce à la chance, les conditions météo devraient réduire l'aléatoire cette année. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi concernant les prétendants à la victoire pour le premier monument de l'année. A noter qu'il y aura 2 fois plus de plaisir ce samedi avec en parallèle de la course homme la première édition de Milan-San Remo Donne. Lotto Kopecky, Demi Vollering ou encore Elisa Balsamo devraient se disputer la victoire pour la première fois en direction de la Via Roma. Je vous remercie d'avoir regardé cette première reco de 2025. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le deuxième épisode, cette fois-ci dédié à l'E3 Saxo Classique. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.